Salut à tous, c'est le Jordi Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une analyse comparative entre deux jeux de pêche. On a à ma gauche Fresh Waterfly et à ma droite Cold Water Crown. Alors, c'est des jeux pour lesquels j'ai longtemps hésité à acheter. Je ne savais pas lequel prendre, un des deux, lequel choisir. J'ai essayé d'avoir des infos sans jamais avoir eu sur les réseaux de réponse claire. Donc, j'ai profité des soldes sur Philibert pour obtenir les deux à bas prix. Et c'est vrai que c'est des jeux de prime abord assez semblables, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'ils sont les deux du même auteur, c'est Brian Shure pour les deux. C'est le même éditeur, c'est Bellwether Games. C'est des jeux où on a les mêmes limites d'âge, 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs pour les deux, donc dans les deux il y a un mode solo, et c'est même durée, même complexité. Donc je me suis dit, si ça pouvait éviter à des personnes comme moi de pas rester sans réponse, voilà, je vais faire une vidéo. Je vais présenter les règles de Freshwater Fly puis de Cold Water Crown et après le match, voir qui l'emporte à mon sens, quel est le meilleur des deux jeux. Ou du moins lequel pourrait vous correspondre plus en fonction de vos attentes. Allez, on y va d'abord avec les règles rapides de Freshwater Fly. Alors je vais faire une mise en place pour deux joueurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut jouer à ce jeu de 1 à 4 joueurs. On a un livret de règles là, qui peut paraître assez épais de prime abord pour un jeu quand même qui est assez léger, de type familial. Alors c'est assez épais parce que à l'intérieur on a un mode solo avec voilà, des feuillets à trois endroits différents. Ça c'est pour faire une campagne solo. On retrouve à trois endroits différents. Donc si on veut pas abîmer parce qu'il va falloir écrire dessus, si on veut pas abîmer son manuel, on peut imprimer des feuilles, donc comme je l'ai fait ici, pour faire le mode solo. Donc là, toujours est-il que moi, ce que je vais faire, c'est une mise en place de joueurs. Alors, ce qu'on fait, déjà, on va commencer par mettre des cartes rochers sur les cases rochers. Donc on va en prendre, on va mettre 3 par case rocher. Donc 1, 2, 3, on les met face cachée. Ensuite, on va mettre les poissons. Donc on va disposer des cartes poissons sur le plateau de jeu. Donc on mélange. Alors on les met bien, non pas sur cette face où on voit les points et la force du poisson, mais de l'autre côté, ici où on voit juste le nom du poisson. Donc on mélange bien et on commence par la colonne 1 tout en haut et puis on descend au fur et à mesure, comme ça. Quand il y a un rocher, on ne met pas de poisson dessus, évidemment. Et ensuite la colonne 3, puis 4, et ainsi de suite, jusqu'à terminer par la colonne 6. Voilà. Le reste du paquet, on le met en haut, à droite du plateau de jeu, comme ceci. Ensuite, on va prendre les tuiles impulsion et on va les mettre bien toutes sur leur face A. Donc là le A, c'est écrit ici. Donc celle-là, elle est sur B. Hop, donc le biseau il est dans ce sens, sur la face A. Et on les met, peu importe l'ordre, il n'y a pas d'ordre. On les met en haut ici. Il y en a 5 dans le jeu de base. On en a 2 de plus qui sont fournis. Moi je les ai mis à part, c'est pour une extension. C'est une extension qui est donnée avec la boîte de jeu de base en fait. Donc ça c'est celle de base. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va positionner ces tuiles là en bas du plateau. Donc on les met, peu importe l'ordre, mais il faut bien regarder à 2 joueurs. Elles doivent toutes être sur le numéro 4. Alors ça c'est des larves, il faut qu'on ait que des 4. Donc celle-ci elle est sur 5, je la tourne. Sur 5 c'est pour les parties à 4 joueurs. On aura besoin d'en utiliser certaines sur le côté 5. Donc là à 2 joueurs tout est sur 4. Donc on les met. Et il y en a une qu'on met à la droite du plateau, comme ceci, qui est dans le vide. On prend les 4 cartes ferrées et on les met à côté du plateau. À 2 joueurs, on va utiliser 7 dés sur les 9. On les met pour le moment à côté du plateau.
On prend tous les jetons mouches, on les met à côté du plateau. On prend le gros pion de lancer, on le met sur le plateau. Ensuite, on prend ce gros sac blanc dans lequel on aura mis tous les petits pions circulaires qui représentent des larves. On aura tout mis dans ce sac. On pioche au hasard et on va en disposer 4 par tuile. En fait, le nombre qu'on dispose, ça correspond au nombre de larves qui est indiqué en bas à droite. Et dans une partie à 2 joueurs, même à 3 joueurs, c'est toujours 4. Donc c'est parti, 4 larves au hasard sur chaque tuile. Une fois qu'on a disposé les larves, on va passer à la mise en place des joueurs. Alors la mise en place des joueurs elle est très simple. On prend un plateau joueur qui est sympa parce qu'on voit qu'il y a le moulinet, ça tourne. Hein, c'est un peu le petit gimmick du jeu là. On va mettre le jeton finesse ici sur 1. Sur l'emplacement 1. Et puis on va mettre le jeton frein de moulinet sur l'emplacement où il est imprimé dessus. Hop, en gris. Et enfin, pour terminer la mise en place, chaque joueur va se choisir une mouche, celle qu'il veut. Donc ça va être en fonction des larves qui sont disposées ici. Vous comprendrez après quand vous verrez les règles. Donc moi je vais en prendre un complètement au hasard. Je vais prendre par exemple un bleu. Et on va le mettre ici. Comme ceci. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les plateaux joueurs sont différents. Donc il y en a 4 en tout. Donc j'en ai un que je me suis servi pour la présentation. Il y en a 3 en tout. Et ce qui change en fait, qui change légèrement, c'est ici les objectifs personnels. En fait, il faudra tout simplement avoir des paires de poissons ou des larves différentes en fonction du plateau qu'on aura choisi. Donc il y en a certains qui se ressemblent vraiment. Ici, vous voyez par exemple les deux là. On va avoir des points en fonction de la couleur de larve qu'on possède à la fin du jeu. Mais celui-ci il a 2 points pour les larves blanches, celui-ci il a 2 points pour les larves bleues. Qu'est-ce que c'est qui change? Celui-ci il fait les larves grises 1 point, que celui-ci il les fait pas, il fait les vertes. Bon, mais c'est assez proche quand même. Hein. Là c'est truite fario, c'est pareil. Et là c'est le combiné de le triplé de poissons, là, de 7 de poissons qui n'est pas le même. Voilà, là c'est un peu plus différent. On voit qu'il s'agit de faire des combinaisons, d'avoir des lots de couleurs, de mêmes couleurs, chaque fois différentes. Donc, par exemple, 2 orange, 2 blanc, 2 vert. Chaque fois, on va avoir 3 points. Quoi. Bon, c'est des légères différences dans la façon de scorer. Alors, comment ça se joue ce jeu? Eh bien, au début d'une manche, au début du jeu, déjà, on va choisir aléatoirement le premier joueur. Puis au début d'une manche, il y a un des joueurs qui va jeter les 7 dés. Donc ici, on jette les dés. Et en fait, ça va être un jeu de sélection de dés. Au départ, voilà. Donc pour jouer, on va choisir un dé. Et on va faire une des 3 actions disponibles, plus éventuellement des actions bonus. Et c'est terminé, puis après ça va être à l'autre joueur. Donc on a 3 actions principales. La première action, ça va être de lancer la ligne pour aller essayer de pêcher un poisson. Lancer la ligne, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va choisir un des dés qui va correspondre à une des colonnes. Par exemple, si je prends le dé le 6, je vais jeter ma ligne sur un des poissons en 6. Donc en 6, il n'y a que 2 poissons parce qu'il y a un rocher. Je pourrais très bien quand même lancer ma ligne sur un rocher. Voilà, ça serait un peu débile, mais on pourrait très bien. Donc par exemple, imaginons que je veuille le lancer sur la truite mouchetée. Je mets le jeton lancé, le pion lancé ici. Et maintenant, on va regarder, est-ce qu'il y a un appât de la couleur de ma mouche? Pas un appât, mais est-ce qu'il y a une larve de la couleur de ma mouche? Oui. Donc si c'est le cas, je vais dire carte et le joueur qui est à ma droite, il va mélanger les 4 cartes ferrées et on va en révéler une et une seule. Donc lors de mon premier lancer, quand j'ai un appât de la couleur de ma mouche, je gagne une carte ferrée. Donc tout simplement, le joueur à ma droite, il mélange, on retourne la première carte et on regarde si j'ai attrapé un poisson. Donc là, j'ai énormément de chance parce que j'ai attrapé un poisson.
Pourquoi j'ai énormément de chance? Parce que toutes les autres, c'est des échecs. Donc j'ai une chance sur 4. Donc là, j'ai attrapé un poisson. Qu'est-ce qui se passe quand on attrape un poisson? Eh bien, on prend le poisson qu'on a pêché. On le met, alors les poissons, ils sont, soit il y a un liseré noir, soit il y a un vert, soit il y a un jaune. Donc on le met au-dessus du liseré correspondant. Donc là, c'est une truite mouchetée noire. Je le mets au-dessus de l'emplacement noir qui est ici. Même symbole pour les daltoniens. Espèce de sablier en travers. Ensuite, je vais gagner la larve qui correspond à la couleur de ma mouche. Je prends la larve et je la mets dans mon moulinet. Et mon moulinet, je le mets à midi, ici. Puis ensuite, je complète ici le poisson. Hop, l'espace laissé vide. Et quand on gagne une carte qui était adjacente orthogonalement à un rocher, on gagne la carte rocher. Alors, la carte rocher, c'est une compétence qu'on va gagner au fil du jeu et qu'on va souvent garder jusqu'à la fin du jeu. Certaines sont utilisables one shot, mais c'est spécifié. Alors celle-ci, cette carte, c'est une façon de scorer supplémentaire. À la fin du jeu, je gagnerai un point soit par ombre pêchée, soit par truite mouchetée. Ce sera à moi de choisir, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Donc je la mets face visible à côté de moi. Et maintenant, j'ai ça aussi comme moyen de scorer. Il n'y en a pas beaucoup des cartes comme ça. Souvent, c'est plutôt des petits bonus. Par exemple, je sais pas moi, c'est du style, si je prends un dé, un 3, je peux dire que c'est un 4. Ouais, c'est des choses comme ça. Donc, toujours est-il que moi, j'ai utilisé un dé, j'ai pêché un poisson. On va prendre un autre exemple maintenant. Imaginons que, donc je vais refaire, je vais remettre ma truite, peu importe, là-dessus. Pardon, une chose. Quand je pêche un poisson, j'allais oublier, quand on pêche le poisson, on retourne le poisson sur la face, on va dire, visible, et ça nous donne combien de points il va nous rapporter à la fin du jeu si on l'a pêché, et la force du poisson. Je reviendrai plus tard. Donc, maintenant, je vais prendre un autre exemple pour le lancer de ligne. Imaginons que, donc, je vais le remettre ici, peu importe. Hein. Imaginons que je n'ai pas choisi tout à l'heure un 6, mais plutôt un 5. Ici. Donc, si je choisis un 5, je mets le jeton lancé ici sur 5. Alors, imaginons que je me mette sur truite fario. Je regarde, est-ce qu'il y a une larve qui correspond à ma mouche? Non. À ce moment-là, je dérive. Qu'est-ce que ça veut dire dériver? Ça veut dire que ma ligne, le pion lancé, il va dériver vers l'aval de la rivière. Donc je vais le déplacer d'une case adjacente orthogonalement ou diagonalement. Donc je pourrais très bien aller là, ou même ici. Donc admettons que je décide d'aller là pour attraper cette truite fardée. Et je recommence. Je regarde, est-ce qu'il y a une larve de la couleur de ma mouche? Oui. Donc là, je vais pouvoir ferrer, mais cette fois-ci, comme il y a eu, comme j'ai dérivé, je vais pouvoir lancer, enfin pas lancer, mais je vais pouvoir récolter 2 cartes. J'ai droit à 2 cartes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant dans ce jeu de dériver plutôt que d'aller sur le poisson directement. Et on peut le faire ça 2 fois. Donc ça veut dire 2 fois, ça veut dire que, imaginons qu'il n'y ait pas eu de larve bleue, eh bien, comme il n'y avait rien, je dérivais une deuxième fois et même opération. Je peux aller soit là. Donc imaginons que, hop, je vais ici et ainsi de suite. Donc là, toujours est-il que il y avait la première dérive, il y avait un jeton, une larve bleue. Donc j'ai droit à 2 cartes. J'ai droit à 2 cartes et non pas une parce que j'ai dérivé. Vous voyez? Donc on recommence, on fait. Voilà, je vais mélanger quand même parce que là c'est. Donc 1. Décidément, j'ai beaucoup de chance. Bon, 1 et 2. Et donc je rattrapais là aussi le poisson, la truite fario. Donc je vais refaire. Donc imaginons que je l'attrape. Cette fois-ci, c'est une truite jaune. Enfin, le liseré il est jaune. Donc je le mets sur les emplacements jaunes. Je retourne bien, je pense bien retourner. Je m'aperçois que c'est une truite qui vaut 6 points quand je l'aurai pêchée, mais elle n'est toujours pas pêchée, là elle est accrochée à ma ligne, et qui a un frein, qui a une force de 2. Donc je la mets ici. Je prends la larve de la couleur de ma mouche, je le mets dans mon moulinet. Le moulinet, je le mets bien sur midi. Et j'attrape un poisson et je remplace par le poisson suivant. Donc ça c'était, on va dire, l'action la plus
compliquée du jeu, l'action de lancer. C'est la seule action qui est un peu compliquée pour un jeu quand même qui reste somme toute assez familial. On va passer maintenant à l'autre action que l'on peut faire. L'autre action que l'on peut faire, c'est l'action de mouliner justement. Mais on ne peut la faire que si on a un poisson qui est accroché à sa ligne. Donc là, c'est mon cas. Sinon, évidemment, on ne peut pas la faire. Mouliner, ça va consister, en fait, si vous voulez, c'est pour c'est thématique, c'est l'idée de j'ai un poisson qui est accroché à ma ligne, je vais essayer de mouliner pour le ramener et pour véritablement le pêcher. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, je vais choisir un dé, par exemple le 4, ici. Donc je le choisis. Je vais enlever à ce dé la force du poisson qui est de 2, et je vais mouliner d'autant de cases qui me restent. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Je vais faire 1, 2, et je vais gagner le bonus qui est en dessus, pardon. Le bonus en dessous, il est inscrit, donc on voit bien, il est inscrit ici, là, tout en bas de l'écran. Voilà. Donc, ce petit symbole, ça veut dire gagne une tuile impulsion. Les tuiles impulsion, c'est les tuiles qui sont tout en haut là du plateau. Donc, on choisit peu importe laquelle. Alors, évidemment, elle donne des avantages différents. Donc, par exemple, si je choisis cette tuile, c'est une tuile que je vais pouvoir utiliser gratuitement comme je veux. Donc, ça fait partie des actions bonus. Utiliser une tuile impulsion, et je peux en utiliser, on a le droit qu'à avoir qu'une seule tuile impulsion à la fois. Ça veut dire si j'en gagne une autre, eh ben, je peux pas la prendre. La seule chose que je peux faire si je gagne une autre tuile impulsion et que j'en ai déjà une, c'est la retourner sur sa face B. Bon, celle-ci c'est la... non, c'est pas la même. Ouais. Donc hop, et profiter de la face B. Sinon, je peux la garder comme ça. Donc là, par exemple, elle dit quoi? Celle-là, elle dit qu'elle me donne un point de finesse et que je peux retourner un dé sur sa face opposée. Donc si j'ai un 1, je peux le transformer en 6. Et les points de finesse, c'est ici, je peux gagner ici un autre point. Je vais expliquer après à quoi ça sert ces points de finesse, parce qu'ils sont quand même utiles. Donc, comme je suis tombé dessus, ben, je gagne ce jeton impulsion. Si j'étais tombé par exemple là-dessus, ici, c'est le frein. Donc je gagne le frein. Le frein, ça fait quoi? Ça fait que je peux le poser sur la force du poisson. Et à ce moment-là, le poisson n'a plus de force. Donc j'aurai plus rien à soustraire de mes dés. Donc en choisissant des dés, on va donc augmenter d'un certain montant de cases. Et dès qu'on va franchir comme ça, dès qu'on va arriver ici, en retourner à midi, eh bien le poisson il va glisser. Donc le poisson jaune, de l'emplacement jaune, il va passer à l'emplacement noir, puis comme ça on va continuer à progresser en faisant des actions moulinées. Il va aller au vert, et ensuite il va sortir, et quand il sort, eh bien on gagne le poisson. Donc le jeton frein, si on l'avait utilisé, il retourne dans son emplacement, et ça on va le mettre dans sa pile de cartes gagnée. Et c'est un poisson qui sera définitivement pêché. Donc, vous voyez, on va lancer sa ligne, et ensuite on va mouliner pour essayer de ramener le poisson. Sachant que quand on a un poisson qui est sur sa ligne, on ne peut pas relancer sa ligne, évidemment. Donc on est contraint de remonter le poisson. On ne peut faire que des actions moulinées, ou alors on peut faire la troisième action, qui est la troisième action, l'action de finesse, qui est ici. Donc ça veut dire, comment est-ce qu'on l'a fait? Je choisis un dé, n'importe lequel, ça pourrait très bien être un 6 par exemple, n'importe lequel, et j'augmente de 2 mes points de finesse. Donc là, si je choisis le 6, je fais 1, 2. C'est la seule action qui n'est pas liée à la valeur du dé. C'est juste on prend un dé et on fait ça. On augmente de 2 la finesse. Et c'est tout. C'est juste ça l'action finesse. Alors, à quoi ça sert d'avoir des points de finesse? Eh bien, les points de finesse, je vais pouvoir les utiliser de façon gratuite. C'est pas une action pendant que je fais, ou avant ou après, ça dépend de ce que je choisis, pendant que je fais une action lancée de ligne ou une action moulinée. Donc on a une espèce de triple rectangle, 3 rectangles l'un dans l'autre. On a jaune, orange, rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai un point de finesse, je peux faire je peux avoir un de ces 3 bonus pour un point de finesse. Donc là, je peux augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Là, je peux bouger une larve d'un emplacement adjacent à un autre. Et ça, c'est je peux décider de piocher une carte de plus quand je vais ferrer. Ces fameuses cartes qui me permettent
de ferrer des poissons. Si j'ai droit à une carte et que je décide d'utiliser ce point de finesse, je tombe à 0. Au lieu de piocher une carte, je vais en piocher 2. Une fois que je suis arrivé dans la catégorie orange, donc quand j'ai au moins 2 points de finesse, je peux aussi décider d'utiliser un point de finesse pour changer mon appât. Donc j'enlève cet appât et je mets un appât d'une autre couleur, peu importe, je choisis. Et quand je suis dans la case 4, je peux dépenser un point de finesse pour utiliser mon frein de moulinet et le mettre sur un poisson que j'ai sur ma ligne. Évidemment, il faut avoir un poisson sur sa ligne. Toujours pareil aussi, et ça c'est important, c'est de la logique. Hein. Je ne peux changer de mouche que si je n'ai pas de poisson dans ma ligne. Hein, puisque imaginez qu'en fait, quand un poisson est accroché en vrai à sa ligne, on ne peut pas à ce moment-là changer de mouche, puisque le poisson a la mouche dans son gosier. Alors, on va jouer comme ça, donc chaque joueur va choisir un dé, et vous avez remarqué qu'il y a 7 dés, ce qui signifie que le premier joueur, il va jouer 4 fois, et le deuxième joueur, il va jouer seulement 3 fois. À la fin de la manche, on va éventuellement changer de joueur, donc ça aussi, c'est un petit détail tactique important. Comment on fait pour changer de joueur, enfin de premier joueur? Eh bien, c'est le joueur qui a la somme de dés la plus faible, qui va devenir premier joueur. Et en cas d'égalité, c'était celui qui était le plus proche de l'ancien premier joueur autour de la table qui devient premier joueur. Donc c'est comme ça qu'on va changer l'ordre du joueur. Et à la fin de la manche aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, là ces tuiles de rivière, on va les pousser comme ceci, ça va glisser. Celle-ci qui sort, eh bien on va enlever les larves qu'il y a dessus, elles partent à la défausse. On va mettre cette tuile ici à l'arrière et on va repiocher le nombre de larves indiqué sur cette tuile, c'est-à-dire là toujours 4 à 2 et à 3 joueurs. Hop, ça fait arriver de nouvelles larves. On va continuer comme ça pendant tout le jeu. À la fin de chaque manche, pour entamer une nouvelle manche, on va tourner, et ce qui fait qu'il va y avoir de moins en moins de larves dans le sac. Quand il n'y a plus de larves dans le sac, on prend toutes celles qu'on a mis à la défausse, on les remet dans le sac et on continue à piocher des larves. Alors quand est-ce que s'arrête le jeu? Eh bien, le jeu s'arrête à la fin de la manche durant laquelle un joueur a pêché son 7e poisson. Et ensuite, on passe au scoring. Donc pour le scoring, il y a des objectifs qui sont communs. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les points bruts de tous les poissons qu'on a pêchés. On va ensuite additionner à ça les points que l'on fait avec les objectifs communs. Donc là, c'est les sets de cartes jaunes, noires et vertes, 3 points chaque fois qu'on fait un set. Le joueur, le premier qui a eu 7 poissons, il gagne 2 points. Et celui qui a le plus de saumon argenté, il gagne 6 points. Ça, c'est les objectifs communs. Ensuite, on a les objectifs personnels, qui sont ici. Et enfin, on peut éventuellement avoir des objectifs donnés par des cartes rochers, mais c'est pas toujours le cas, c'est loin d'être le cas d'ailleurs, le plus souvent c'est pas le cas, et on peut marquer des points aussi comme ça. Et puis voilà, ça donnera le vainqueur du jeu. Donc voilà, c'était les règles de Freshwater Fly, un jeu somme toute assez familial et pas très compliqué. On va passer maintenant à Cold Water Crown. Allez, c'est parti pour la mise en place du jeu Cold Water Crown. Alors déjà, on remarque que le livre de règles est beaucoup moins épais. Par contre, c'est écrit en plus petit dedans. Et puis, il n'y a pas de campagne solo à l'intérieur, mais il y a quand même un mode solo. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est parti. Alors déjà, on va prendre les cartes challenge du maître pêcheur. Et on va faire une petite rivière ici. Donc, on en met 4 sur le côté. Voilà. Ensuite, on va disposer les poissons. Donc, on a 3 sortes de poissons. On a les poissons du rivage, donc les poissons de la mer, quoi, qui vont se positionner ici. Donc, on en met 4 ici. Et on met le reste de la pile comme ça au-dessus. On va répéter la même opération pour les poissons du lac qui sont là-haut, avec cette pile. Donc, on mélange bien. Hein. Et c'est parti. On en met aussi 4 pour les poissons du lac. Et la pile, on la met là. Et même opération pour la rivière, les poissons de la rivière
qui sont là. Donc pareil, on mélange et on en met 4 qui sont disponibles. Et la pioche qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, on va disposer les tuiles de scoring sur le jeu. Donc moi là, comme c'est une mise en place à 2 joueurs, eh bien on va exclure certaines des tuiles. Donc à 2 joueurs, concernant ici le challenge petite espèce, on va garder que la tuile 5 points et la tuile 4 points. Donc on les empile en mettant la pile 5 points sur 3 points parce que c'est le premier qui va remplir la condition qui va gagner. Donc là, il va s'agir d'être le premier ou le deuxième hein, à attraper un flet, c'est-à-dire c'est un poisson du rivage particulier qui sont les flets, un poisson particulier de la rivière, un gardon, et un poisson particulier du lac, la perche. Donc une fois qu'on a ces 3 poissons, on peut gagner ce jeton, donc 5 points de victoire. Et puis si quelqu'un est passé devant avant nous, ben, ce sera plus que 3 points de victoire. On a le même principe avec les 8 espèces différentes. Donc là, pareil, pour une partie à 2 joueurs, on ne garde que le 5 points et le 3 points. On vire le 4 points et le 2 points. Donc pareil, avec le 5 points sur le haut. Et vous l'aurez compris, c'est le premier qui a 8 espèces de poissons différentes qui pourra s'emparer du 5 points. Puis ensuite, il ne restera plus que le 3 points. Ensuite, on a ici une tuile de scoring de 2 points pour le premier qui va attraper 4 cartes différentes du challenge du maître pêcheur. Donc ces cartes-là, faites attention hein, parce que moi dans ma première partie j'ai cru que c'était des cartes de poisson. Non, c'est des cartes de challenge du pêcheur, ces grandes cartes qui sont ici. Donc ça va là. Et on a un peu la même chose, c'est avec des cartes du challenge du pêcheur aussi, mais il faut avoir 3 fois la même carte. Donc, par exemple 3 raies ou 3 ombles ou 3 crabes, etc. Ensuite on a cette tuile-là qui va rapporter 2 points de victoire. C'est au premier joueur qui aura 12 poissons et ça mettra d'ailleurs fin à la partie. Donc mettre fin à la partie, c'est le premier qui a 12 poissons pêchés. Ou si, il y a une autre condition, c'est si on doit remplir un des lieux, mais qu'on n'est pas capable de le remplir, on n'arrive pas à mettre 4 cartes disponibles parce que la pile est épuisée, ça déclenche aussi la fin du jeu. Dans ce cas-là, eh bien... le joueur qui à l'origine de la fin du jeu, il finit son tour. Les autres joueurs jouent un dernier tour et puis c'est fini. Lui ne rejoue pas. On va mettre aussi ces tuiles-là de scoring. Alors ça, c'est des tuiles qui vont toutes rapporter un point. Et pour les obtenir, il faut pêcher un poisson qui fait exactement le poids indiqué ici. Donc là où il y a à côté de la graduation. Donc là, ce sera un poisson de 6 livres, là de 2 livres, là de 3 livres, 7 livres et 5 livres. Donc on les mélange, sans les regarder, on mélange. On va retourner la première. Et voilà, la première, c'est, il faut pêcher un poisson d'exactement 2 livres. Et quand quelqu'un réussira à faire ça, il prendra le point et on regardera la suite dessous, comment ça se passe. Donc et on met ça à cet emplacement. Ensuite, ce qu'on peut faire également, mais c'est pas obligatoire, c'est de mettre l'étiquette. Alors, on a des étiquettes ici, de différentes couleurs. On en choisit une au hasard sans regarder. Donc, je vais prendre tiens, rouge. Je la mets ici sur l'emplacement étiquette. Ça voudra dire qu'on pourra... Mais on n'est pas obligé de jouer avec ça. Hein. Mais c'est conseillé dans la règle de base. Mais si on n'aime pas le hasard, moins le hasard, on peut jouer sans. Elle permettra, cette étiquette, d'éventuellement marquer des points en fin de partie, mais j'expliquerai quand on fera le scoring. Ensuite, comme tuile de scoring, on va positionner les tuiles du concours des différents concours de pêche. Donc, il y a 3 concours de pêche, un pour le rivage, un pour le lac, un pour la rivière. Donc, à 2 joueurs, on prend encore une fois uniquement le 5 points et le 3 points. Alors, rivage, on met sur rivage. Ensuite, les tuiles lac sur lac, pareil, 5 et 3 points sur le lac. Et 5 et 3 points pour la rivière. Ensuite, on va prendre 3 pions de bois. Donc les pions de bois, ils ont une face 1 et une face 2. On va prendre sur la face 1 et on va mettre sur l'emplacement rouge, sur l'emplacement jaune et sur l'emplacement vert. Ensuite, on va prendre les jetons métal du pêcheur, là, en une pile. On la mélange, on peut la mélanger et on va la mettre à côté de l'espace de jeu.
ici par exemple. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, là aussi, vous voyez, on a un petit sac blanc, décidément, ces jeux, ils sont assez jumeaux, en apparence du moins. Et on va mettre à l'intérieur toutes les petites gemmes, comme ça, de couleurs qui vont symboliser des appâts. Et à l'intérieur, il y a plein de couleurs. Il y a du bleu, du noir, du jaune, du vert. Et il y en a un seul qui est blanc. Il y a un petit appât blanc à l'intérieur. C'est tout simplement l'appât pour reset le petit sac. C'est-à-dire quand on le pioche, on arrête, on prend tous les appâts qui étaient dans la défausse et on remélange. En fait, on refait le sac. Donc, on met tous les pions qui sont à l'intérieur. Et on va procéder à la mise en place maintenant des joueurs. Donc, je prends l'exemple avec... pour un seul joueur, ça suffira, hein, c'est toujours pareil. Donc, on va donner à chaque joueur un petit plateau. Comme ça. On fait bien attention. Ça, c'est un petit détail, mais qui peut être important. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais là, il y a écrit 3 zones. C'est écrit à l'envers. Là, c'est écrit à l'endroit zone 6. Moi, zone 3, là, c'est à l'envers. Zone 4, c'est à l'envers. Et là, j'ai zone 5 qui est à l'endroit. En fait, en fonction de son emplacement autour de la table, par rapport au plateau, on le met dans le même sens que le plateau de jeu. Ça veut dire que là, par exemple, les emplacements, là, le rivage le plus près, là, pour vous, j'ai 5, 6, 3, 4, comme ça. Donc, moi, je vais poser mon plateau comme ça, pour être dans le même sens. 6, là, j'ai le 6, le 3, le 4 et le 5. C'est pour pas s'embrouiller quand on veut calculer pour pêcher des poissons. Donc je vais le mettre comme ça. On donne à chaque joueur un jeton, un pion de bois sur sa face 1. Et puis chaque joueur va compléter sa zone 3 et sa zone 4 avec des appâts. Alors il met autant d'appâts que le numéro de la zone. Donc 3 appâts sur la zone 3 et 4 sur la zone 4. Donc complètement au hasard, ils sont pris du sac. 1, 2, 3 et 1, 4. Voilà. On donne à chaque joueur un jeton matériel de pêche au hasard. Hop. Et ça va être des bonus qu'on va pouvoir utiliser quand on veut dans la partie. La signification des bonus est écrite en bas à droite du plateau ou en haut à gauche, à l'envers pour les joueurs qui jouent en face, qui jouent sur les côtés. Comme ça, tout le monde peut y voir. Ça, c'est assez rare dans les jeux, c'est bien d'y penser. Alors, comment est-ce qu'on joue à Cold Water Crown? Eh bien, c'est assez simple finalement, puisque essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un jeton et ensuite récupérer un jeton. Si j'osais, je dirais un peu comme Tzolk'in, sauf qu'à Tzolk'in, même si les jeux n'ont strictement rien à voir, mais à Tzolk'in, je peux soit que poser un jeton, soit que prendre un jeton. Et bien là, c'est à mon tour de jeu, c'est comme si j'avais 2 actions, je pose, et ensuite je prends. Et ça fait mon tour de jeu, quoi. Il y a 2 actions qui font comme mon tour de jeu. Donc, là, je pose sur un des emplacements. Ça va être que ça le jeu, hein. Donc je pose sur un des emplacements. J'ai combien d'emplacements? Il y a 7 emplacements. Il y en a, on va dire, 6 de couleur et un gris, on va dire sans couleur, même s'il est gris. Donc 6 de couleur. Donc ici, 2 pour le rivage, le vert et le violet. 2 pour le lac, le rouge et le bleu. Et 2 pour la rivière, le jaune et le noir. Et en plus, donc, l'emplacement portuaire, le port. Donc quand c'est à moi de jouer, je positionne dans un emplacement libre. Donc là, je pourrais poser sur le bleu, sur le noir, sur le violet ou sur le port. Quand je pose sur un emplacement de couleur, c'est-à-dire pas sur le port, je vais un pion 1, donc au départ c'est forcément un pion 1, je vais pouvoir enlever un pion de la même couleur que l'emplacement sur mon plateau de jeu. Par exemple, si je me pose ici, ça veut dire que je peux enlever un pion de ma zone numéro 3 et il part à la défausse, ce pion. Voilà, tout simplement. Et ensuite, deuxième action de mon tour de jeu, je dois retirer un pion, mais pas le même, hein, pas celui que je viens de poser, ça j'ai pas le droit. Donc ça va être soit le rouge, soit le vert, soit le jaune. Donc par exemple, je vais retirer le rouge, je retire le rouge, donc ça veut dire que j'enlève pareil un appât rouge d'une de mes zones. Donc ici j'en ai qu'un, donc ça va être celui-là.
il part à la défausse. Et ensuite, et ça c'est super important, on n'oublie pas, je retourne le pion que je viens de retirer. Et du coup, j'ai un pion de valeur 2. Et voilà, mon tour est terminé. Ça va me permettre de vous expliquer les actions quand on a un pion numéro 2, enfin noté 2. Quand j'ai un pion noté 2, eh bien, je vais pouvoir enlever tous les appâts d'une seule couleur qui sont dans ma zone de jeu. Donc, là, si je prends un exemple, je vais prendre un exemple. Imaginons, je triche un peu. Imaginons qu'on soit plutôt comme ça. Voilà. Donc là, j'ai l'emplacement vert qui est disponible. Si je me mets ici, je peux enlever tous les appâts verts de mon plateau de jeu. Donc celui-là et celui-là. Ils sautent. OK. Et idem, quand j'enlève, je peux enlever. Imaginons que, bon, hop, on soit comme ça. Je fais ma deuxième action de mon tour de jeu. J'enlève ce pion, j'enlève tous les noirs. Tous les noirs qui sont dans n'importe quelle zone de jeu, tous disparaissent. Et je retourne mon jeton, toujours pareil, sur la face opposée. Et ça devient un 1. Donc il va falloir que je jongle avec ces 2 et avec ces 1. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on vide une zone? Eh bien, quand on vide une zone, on gagne un poisson. On a pêché un poisson. Donc là, rappelez-vous, dans mon exemple, il y avait des noirs. J'ai enlevé 2 noirs. Ce qui s'est vidé, c'est la zone numéro 4. La zone numéro 4, j'ai enlevé, la dernière couleur que j'ai enlevée, c'est noir. Donc, c'est un poisson de la rivière que j'ai pêché parce qu'on a noir et jaune. Donc, noir en 4. Donc, je vais gagner le poisson de la rivière dans la zone 4. C'est ce poisson que je vais gagner. Donc, je gagne ce poisson. Je retourne. Quand j'ai installé les poissons, j'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut les mettre sur cette face. Il y a une autre face où, hop, on a ici le poids véritable du poisson et on a son étiquette. Ici, on a juste le nom du poisson et on a une estimation du poids. Les saumons, ils vont faire dans le jeu entre 8 et 12 livres. Donc évidemment, ça va toujours être sur cette face avant qu'il soit pêché. Et après, je ne le montre pas, c'est pas visible, je le regarde, mais les autres joueurs ne doivent pas savoir. Donc je regarde et je vois que ce poisson, il fait 11 livres et qu'il a une étiquette jaune et que je l'ai pêché à 9h02. C'est important ça en cas d'égalité. Bon. Donc il fait 11 livres. Ça me permet de savoir si je m'empare de la tuile de victoire là, du poids là. Donc ici, il fallait faire 2 livres. Donc évidemment, j'en suis très au-dessus, 11, donc je prends pas ce jeton de victoire, cette tuile de victoire. Mais hop, ça, c'est juste pour moi. Je sais que j'ai un poisson qui fait 11 livres. Donc je le mets ici, face cachée. Et je me suis fait mon premier poisson. Et dès qu'on pêche un poisson, immédiatement, on n'attend pas la fin de son tour, on complète. On peut donc parfois, si on se débrouille bien, pêcher plusieurs poissons en même temps. Mais vous aurez compris que, enfin, vous aurez compris peut-être pas encore, mais c'est pas forcément la course au plus de poissons, mais ça va être la course à peut-être certains poissons qu'il me faut. Vous aurez également remarqué qu'il y a 2 autres emplacements. Il y a zone 6 et zone 5. Donc ça, je vais expliquer après. Ce que j'ai pas expliqué, c'est l'action du port. Donc à l'action du port, si je me mets dessus avec le pion sur sa face 1, eh bien je vais pouvoir soit m'emparer d'une carte challenge du maître pêcheur. Donc je prends n'importe quelle carte. Par exemple, tiens, je vais prendre l'omble. Et je le mets, la carte challenge du pêcheur, je la mets bien à gauche de mon plateau de jeu. Parce que à droite, je la mettrai quand j'aurai complété la carte. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on voit ici que j'ai 3 petits carrés bleus. Donc je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ou alors, si je prends pas une carte change du maître pêcheur, je peux à la place compléter une zone, celle que je veux. Donc si je décide par exemple de compléter la zone 5, eh bien je vais mettre 5 appâts sur cette zone. Hop, là tiens, j'ai placé le blanc ici. Donc ça veut dire qu'on va réinitialiser le sac. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'arrête, je prends tout ce qu'il y avait dans la défausse, je mélange, je remue bien le sac, je finis de compléter ce que je devais compléter, donc 3, 4, 5, et je remets l'appât blanc dedans et on remélange.
Donc quand je fais l'action portuaire de valeur 1, donc soit je prends une carte challenge maître pêcheur, soit je complète. Si je fais l'action avec le pion sur sa face 2, et bien là je peux, soit je fais les deux actions. Alors j'ai deux actions à faire portuaire. Soit je remplis 2 fois, donc je peux remplir 2 zones, soit je prends 2 cartes, soit je fais l'une et l'autre. Donc une zone complétée et une carte. Donc admettons que j'ai fait l'action numéro de valeur 2. Donc j'ai complété et j'ai envie là de prendre une carte. Je vais prendre par exemple cette carte. Ok? On complète immédiatement. On peut aussi prendre la première du dessus, hein, si on veut, sans regarder. Alors, c'est quoi ces cartes? Eh bien, ces cartes, à la fin du jeu, elles vont apporter un point quand je les aurai complétées. Et comment est-ce qu'on fait pour les compléter? Ben, en fait, quand je vais jouer, donc là, admettons que je continue mon tour de jeu, je décide de faire, pour vous montrer, je vais tricher un petit peu. On va imaginer que ça, c'était ici. Là, j'ai changé pour les explications. Donc, c'est à moi de jouer. Je fais ma deuxième action. Je prends ce jeton. Donc, je retire un appât rouge. Et au lieu d'aller à la défausse, il va aller sur ma carte challenge maître pêcheur si j'ai la bonne couleur qui correspond. Donc là, c'est le cas. Hop, je mets un petit jeton rouge. Et j'ai fini mon tour. Et quand j'arriverai à mettre 2 bleus, imaginons que plus tard dans la partie, j'arrive à mettre 2 bleus, et bien les jetons, les appâts qui sont ici, je les mets à la défausse et je mets ma carte de l'autre côté. Ça veut dire que je l'ai réalisé et qu'à la fin du jeu, j'aurai un point de victoire. Si j'arrive à avoir 3 ombles, je pourrais prendre cette tuile de scoring qui va m'apporter 2 points de victoire. Si j'arrive à avoir 4 cartes challenge du pêcheur différentes, je pourrais prendre cette tuile. Mais on a droit qu'à prendre une tuile de chaque catégorie, par joueur. Alors, petit élément mécanique supplémentaire concernant la zone 5 et la zone 6. Vous avez peut-être pu voir pour les plus observateurs qu'il y avait ici des choses différentes par rapport aux zones 3 et 4. Et bien, quand on va vider la zone 5 et la zone 6, on va obtenir un bonus particulier. Quand on vide la zone 5, le bonus particulier, c'est qu'on va gagner un jeton matériel de pêche de la réserve. Donc, on prend le premier de la pile et on le gagne. Donc, imaginons que ce soit le cas, j'en gagnerai un autre, je gagnerai celui-ci. Et quand on vide la zone numéro 6, on va gagner une autre habileté. C'est la possibilité de prendre le premier poisson de la pile plutôt que de prendre le poisson qu'on aurait dû gagner. Je prends un exemple. Si je devais ici pêcher ce labre en vidant ma zone 6, je pourrais prendre ce labre ou alors je pourrais prendre à la place le maquereau parce que c'est le premier de la pile du rivage. Donc ça, c'est le bonus de la zone 6. Alors, à quoi servent les jetons matériels de pêche? Eh bien, ils vont nous apporter des petites habiletés. Donc, si par exemple, je prends la bobine, quand je pêche un poisson, je peux dépenser la bobine, donc elle part à la défausse, pour attraper, à la place du poisson que j'aurais dû attraper, pour attraper un poisson adjacent orthogonalement. Donc, si je reprends le même exemple que précédemment, imaginons que j'ai pêché ce labre et que je ne veuille pas le maquereau non plus. Je peux dépenser ma bobine pour attraper soit ce flet ici, soit ce flet là, les deux orthogonales. Le moulinet, lui, ce qu'il permet, c'est qu'il permet d'échanger deux appâts de mon plateau. Donc par exemple, je pourrais échanger ce rouge avec ce violet, par exemple. C'est une possibilité. Ensuite, on a, je vais trouver les autres. On a ici, la mouche. La mouche, quand on la dépense, ça permet d'enlever deux appâts d'une même couleur, quelles que soient les zones où elles se trouvent. Donc là, par exemple, si je le fais, je pourrais enlever ces deux violets ou je pourrais enlever ces deux rouges. Donc c'est deux appâts de mon plateau, de n'importe quelle zone, mais la condition, c'est qu'il faut qu'ils soient de la même couleur. Et ensuite, j'ai la canne. Non pas de Jeanne, mais hop, voilà, la canne ici. Alors la canne, ça permet quand je pêche un poisson, ça va permettre de pêcher un poisson d'un autre lieu, mais de la même zone. Par exemple, si je devais pêcher ce labre, ici, de la zone 6, je pourrais dépenser la canne pour à la place aller m'emparer
de la truite arc-en-ciel qui est ici parce qu'elle est en zone 6 dans la rivière, ou de la truite de mer parce qu'elle est en zone 6 dans le lac. Voilà, c'était pour les règles du jeu, mais on va quand même passer maintenant au scoring, parce que ça n'a pas été expliqué, le scoring. Donc, comment est-ce qu'on score dans ce jeu? Je répète que le jeu s'arrête soit quand on a pêché, quand un joueur a pêché son 12e poisson, soit quand on est incapable de réapprovisionner une des zones. À ce moment-là, le tour se termine. Le tour se termine, puis ensuite tous les autres joueurs jouent un tour de plus et c'est fini. Donc pour scorer, on va marquer donc les points rapportés par les tuiles qu'on aura récoltées pendant le jeu. Ensuite, on va marquer, là je vais un peu, hop, pour l'exemple, on va marquer un point, faire comme ça par exemple, un point par carte change maître pêcheur qu'on a complété. Donc ici, ça me ferait 3 points. Celle-ci ne compterait pas parce qu'elle n'est pas de l'autre côté. Donc ça ferait par exemple 3 points. On va aussi, et ça c'est peut-être le plus important, le plus compliqué, même si c'est pas très compliqué à comprendre, on va ensuite résoudre les concours de pêche. Alors pour résoudre les concours de pêche, je vais faire une petite manipulation parce que comme je n'ai pas joué, il faut quand même que j'ai accumulé des poissons, sinon je ne peux pas vous montrer. Donc imaginons que j'ai accumulé, je vais les prendre un peu comme ça au pif. Alors comment ça se passe? Eh bien, on va commencer par le rivage et on va aller dans le sens horaire, même s'il n'y a pas d'obligation. Et chaque joueur va sélectionner les poissons qu'il décide de présenter à chaque concours de pêche. Donc là, on va commencer par rivage. Donc je prends uniquement les poissons que j'ai pêchés du rivage. Et je vois que j'ai un flette et 2 maquereaux. Donc je ne peux présenter qu'un poisson par espèce. Donc déjà, je sais que je pourrais présenter que 2 cartes, le flette plus un des 2 maquereaux. Donc là, à ce moment-là, on regarde bien ces cartes de l'autre côté parce que le but, c'est d'avoir le plus gros poids en livres de poisson. Donc, parmi ces 2 maquereaux là, il y en a un qui fait 4 livres et l'autre qui fait 7 livres. Donc vraisemblablement que je vais présenter le 7 livres. Et puis le flette, il fait 6 livres. Donc moi, je vais sélectionner ça et ça me ferait 13 livres. Si je suis celui qui a le plus gros poids, eh bien, je vais m'emparer de la tuile rivage 5 points. Et le deuxième joueur, celui qui aura fait le moins de poids, il aura 3 points. Mais attention, il faut avoir au moins avoir pêché au moins un poisson du rivage pour concourir, sinon on ne peut pas concourir. Alors, il y a quand même un petit truc qui vient se glisser ici dans ces histoires. C'est que, imaginons que j'ai pêché ce maquereau. Donc là, si je refais mon exemple, imaginons que j'ai pêché ce maquereau. Ce maquereau, comparé à celui-là, ben, il est moins lourd, il fait 1 livre de moins, mais il a une étiquette rouge. Et justement, c'est l'étiquette rouge qui est en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le présente au concours, je marquerai un point de plus. En fait, tous les poissons qu'on présente au concours et qui ont une couleur d'étiquette de la même couleur que celle qui est en jeu rapportent un point. Donc si je décide de celui-là de ne pas le présenter, donc il part à la défausse, et à la place que je présente celui-là, donc celui-là, hop, j'oublie, vous voyez, ça ferait que j'aurai un poids total de 12 livres. Donc je ne sais pas si je vais gagner, mais je sais que je m'assure un point de victoire. Donc si je suis premier, j'aurai non seulement les 5 points de la tuile rivage, mais en plus un point de plus, ça me fera 6 points. Et si je suis deuxième, ben, j'aurai 3 points, la tuile de 3 points, mais un point de plus pour l'étiquette, ça me ferait 4 points. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Le seul souci pour ceux qui n'aiment pas le hasard, c'est que quand on pêche un poisson, ben, on ne sait pas ce qu'on va choper, hein. C'est après qu'on le voit à la fin, qu'on voit si on a des étiquettes qui correspondent à la couleur ou pas. On va faire pareil pour le lac. Donc pour le lac, j'avais hop, tout est mélangé, 2 perches et 2 brochets. Donc je pouvais pouvoir sélectionner que 2 cartes. Donc celle-là, elle fait 2 livres, bah tiens, et celle-là, elle fait, ben voilà, on a exactement là j'ai pas fait exprès, on a exactement le cas. Donc laquelle choisir? Là, on a un petit dilemme qui est sympa pour la fin du jeu. Là, c'est beaucoup moins lourd, mais là, il y a du rouge. Donc, imaginons que je décide de garder celle-là. Donc, celle-là, je la jette, je ne l'ai plus. Et pour le brochet, là, j'ai du 21 livres et du 17 livres, je vais garder la 21. Et donc, l'autre, je la jette. On remet le poisson à l'eau.
Et donc j'ai 23 livres pour le concours du lac avec une étiquette rouge. Donc on comparerait, on regarderait comment on ventilerait les points et on recommence, on fait pareil là pour la rivière. Donc pour la rivière, j'ai 3 différents. Donc un saumon, un gardon et une truite arc-en-ciel. Donc je peux garder les 3 du coup, parce que c'est 3 espèces différentes. Et j'ai même du rouge. Et donc je vais concourir avec 13 et 6, ça fait 19, avec un poids de 19 livres. Et on verrait qui s'emparerait comme ça de la tuile de 5 points de rivière. Et à la fin, on fait donc la somme de tout ça et on regarde qui a gagné. Et voilà, c'était les règles de Cold Water Crown. Allez, c'est parti, voici venu le moment du match. Le match Fresh Waterfly à ma gauche contre Cold Water Crown à ma droite. Lequel nous avons préféré, lequel j'ai préféré, lequel me semble le plus intéressant, lequel je vous conseillerais d'acheter si vous ne deviez en choisir qu'un. Ce que je vais faire, c'est que chaque fois que je vais accorder un point ou plusieurs points, je vais mettre une chip de poker de Too Many Bones sur la boîte de jeu à laquelle j'accorde le point. Alors, on va y aller tranquillement. On va commencer. Donc, je vais faire comparaison critère par critère que j'ai défini auparavant. On va commencer avec le matériel. Concernant le matériel, eh bien, qui l'emporte à mon sens, de ce que j'ai vu, les deux ont un matériel correct, convenable, mais j'ai préféré le matériel de Fresh Waterfly parce que tout ça ne tient à pas grand chose. Hein, je trouve que les illustrations sont vraiment sympas, mais surtout le plateau joueur avec le petit moulinet, c'est le petit détail, le petit gimmick qui fait la différence. Donc j'ai trouvé ça bien sympa. Et d'ailleurs, en photo, en image, j'ai été toujours plus attiré par celui-ci que par celui-là qui me semblait beaucoup plus froid, rien qu'avec les couleurs choisies là, je sais pas, je trouve ça, mais c'est très personnel. Je trouve ça plus engageant rien qu'avec la couverture. Quand on voit le plateau joueur aussi, ils sont jolis, ils sont originaux. Donc pour le matériel, j'ai préféré Fresh Waterfly. On va passer maintenant à la mécanique. Alors la mécanique, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce sont deux jeux familiaux, on va dire familiaux plus, qui finalement euh, ont le même objectif, c'est-à-dire que pour les deux, on doit faire des combinaisons de cartes. Il s'agit de faire des combinaisons de cartes, donc ça c'est complètement analogue. En revanche, ce qui change, c'est les mécaniques pour y parvenir. Là, on a plutôt un jeu de sélection de dés, alors qu'ici, on a finalement une forme très épurée de pose d'ouvrier, où on doit mettre un ouvrier, donc là c'est un pion, et ensuite en enlever pour gagner les récompenses, les actions des emplacements. Là, on sélectionne un dé et en fonction de la puissance du dé, on va pouvoir, enfin de la puissance, du numéro du dé, on va pouvoir faire telle ou telle chose. Concernant la mécanique du jeu, eh bien, j'ai trouvé la mécanique de Cold Water Crown plus intéressante. Et la mécanique, comme c'est important pour moi dans un jeu de société, je vais lui mettre 2 points. Donc, la mécanique, pour moi, c'est 2 points, c'est plus important que le matériel. Donc ça fait un 2-1. Concernant maintenant l'interaction. L'interaction, eh bien, on a trouvé à la maison qu'il y avait un peu plus... alors, c'est pas des jeux où il y a une énorme interaction hein, pour les deux. Il y a quand même, pour les deux, il y a quand même de l'interaction pour les deux jeux, un petit peu d'interaction. Mais disons qu'au début, surtout quand on découvre le jeu, on a tendance à être, bon, mais ça c'est normal, hein, un peu rivé sur son plateau ce qu'on fait et moins regarder les autres. Et on s'aperçoit que dans ces deux jeux, il faut quand même un petit peu regarder ce que font les autres. Mais il nous a semblé que c'était un peu plus intéressant et important de regarder ce que font les autres dans Cold Water Crown parce que on peut plus se gêner, il faut plus faire attention et ne serait-ce que la mécanique des pions 1 et 2,
regarder un peu ce qu'on va faire pour essayer d'anticiper ce que va faire l'autre pour récolter un pion de 2 de meilleure puissance, ou tout simplement parce qu'on peut se bloquer les endroits. Donc il y a un peu plus d'interaction sur Coldwater Crown. Donc un point pour l'interaction, ça nous fait 3 à 1 pour l'instant. Concernant la rejouabilité, que je vais aussi mettre sur un point, la rejouabilité, alors c'est des jeux donc qui se font en one shot, hein, donc après ça va dépendre du plaisir qu'on prend à jouer, est-ce qu'on va y revenir, pas y revenir. Les deux en mode solo, mais alors vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la rejouabilité? Eh bien quand on est un joueur solo, il me semble que on va plus rejouer à celui-là qu'à celui-ci. Donc on va plus rejouer à Freshwater Fly qu'à Coldwater Crown parce que dans celui-là, il y a une campagne solo qu'on n'a pas celui-ci. Donc, moi, il me semble qu'on va plus y rejouer au global hein, en termes de possibilités de jeu. Il en propose un peu plus celui-ci. Donc, un point pour Freshwater Fly. On passe maintenant à la thématique, à l'immersion et au respect de la thématique. Lequel des deux nous a paru le plus thématique, les mécaniques les plus liées au thème? Eh bien, clairement, il y en a un des deux qui est beaucoup plus thématique que l'autre, clairement. C'est Freshwater Fly. Donc, un point pour Freshwater Fly. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans Freshwater Fly nous paraît logique et lié. C'est pas que c'est pas logique ici, hein, c'est très logique aussi, mais ça nous paraît logique dans le sens où lié au thème. Le fait qu'on doive d'abord lancer sa ligne, qu'on doive ensuite mouliner pour rapporter le poisson, qu'on ne puisse pas changer d'appât quand on a un poisson sur sa ligne, qu'on ne puisse pas relancer sa ligne quand on a un poisson sur sa ligne. Ben, tout ça, c'est très logique. Et puis, cette mécanique des moulinets, ça fait très thématique avec un jeu de pêche. Alors que celui-ci, on pourrait se dire honnêtement que ce ne serait pas des poissons, ce serait autre chose. Hein. Ce serait je sais pas moi, des gobelins, des extraterrestres ou des oiseaux ou je ne sais quoi. Ce serait exactement pareil. On pourrait faire la même chose avec des oiseaux, par exemple. Ça serait pareil. Donc celui-là est beaucoup moins thématique que celui-ci. Donc du coup, ça nous fait 3-3. On est pour le moment dans une pure égalité. Concernant maintenant un point important pour les joueurs solo, le solo. Ben là, je pense que comparé à ce que j'ai dit sur la rejouabilité tout à l'heure, vous avez sans doute déjà compris. Les deux en mode solo, mais celui-là a une campagne solo qui est quand même assez intéressante. Donc là, j'ai imprimé ça qui est issu du manuel de jeu, donc désolé parce que j'ai plus trop de couleurs à mon imprimante, ça fait tout pourri. Mais on a une campagne qui se joue en 7 journées. On a 4 lieux dans lesquels aller, où il va falloir affronter le pêcheur silencieux. Et on a 7 journées pour remporter la partie de pêche contre le pêcheur silencieux dans 4 lieux. Et donc quand on n'arrive pas à la première journée, premier lieu qui est ici, j'ai pas réussi, je me suis fait battre à plat de couture à 38-61. On recommence, on peut pas changer de lieu. Donc là ensuite je l'ai battu 51-43. On va débloquer des habiletés pendant la partie. Là la mise en place est différente. Le scoring du pêcheur silencieux est différent. On va donc en jouant, on va petit à petit compléter des cases. Quand on arrive au bout d'une ligne, on gagne une étoile, donc un point de compétence. On va pouvoir la dépenser pour avoir des petites choses définitives, comme par exemple changer son plateau de pêcheur, ou alors comme par exemple avoir des points de finesse supplémentaires au départ, mettre des cases rochers, davantage de cases rochers, parce qu'au départ, quand on commence, il n'y a aucune carte rocher. Donc on va comme ça améliorer ce principe de progression. Et moi, vous savez peut-être en me suivant que j'aime les jeux dans lesquels il y a cette idée de progression, de construction d'un personnage, de progression d'une situation. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus quand même chiadé que ce que nous propose Coldwater Crown, qui a un mode solo, mais c'est un mode solo one shot, voilà, point barre, pas de campagne. Donc évidemment, le point il va à Freshwater Fly, ce qui fait que pour l'instant, Freshwater Fly l'emporte 4-3. Mais c'est pas terminé, puisque on en arrive au point le plus important, qui est finalement le plaisir de jeu, lequel nous a procuré le plus de plaisir de jeu, lequel on s'est plus régalé en jouant. Et alors là, ça va être sur 3 points.
puisque le plaisir de jeu, finalement, quand on joue, c'est tout ce qui reste, hein, c'est ce qui va nous donner, finalement, envie d'y revenir. Eh bien, là, j'ai fait 8 parties à ce jeu. J'en ai fait, oui, c'est ça, 8. J'en ai fait 4 en multi à 2 et 4 en. Je sais plus. Je crois que j'étais 8, ouais, 8. Alors 4 ou 5 en multi et 3 ou 4 en solo. Et bien, le sentiment qui ressort, après avoir questionné les joueurs qui ont joué avec moi, c'est qu'en as-tu pensé? Eh bien, les mots qui ressortent, c'est trop simple, trop plat. Un jeu un peu plat, un peu trop simple, des actions qui sont trop évidentes. On a l'impression un peu que c'est assez répétitif. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, vraiment, on est sur des rails à Freshwater Fly. Pourquoi? Parce qu'au départ, ouais, il y a le choix du poisson quand on va lancer sa ligne, on dérive, ça c'est le plus intéressant dans le jeu, mais après on est un peu téléguidé parce qu'une fois qu'on a attrapé un poisson, ben, on ne peut plus faire l'action lancée parce qu'on n'a pas le droit, donc il faut faire mouliner. Donc on va essayer de mouliner. Bon, c'est pas super intéressant quoi, de mouliner. Donc on est réduit à mouliner. Donc en fait on a trois actions, mais on va mouliner peut-être éventuellement faire l'action finesse. Bon. Mais c'est pas un jeu qui a une grande profondeur. Alors que celui-ci, euh, les autres joueurs ont été beaucoup plus emballés, l'ont trouvé beaucoup plus tactique. C'est un jeu qui est très tactique finalement, quant au choix des poissons qu'on va pêcher, mais surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour pêcher les bons poissons et au bon moment. C'est beaucoup plus compliqué à, à appréhender, même si ça reste du familial plus pour le maîtriser, pour savoir quand est-ce qu'on va vider telle zone pour attraper le poisson qui nous intéresse, sachant qu'entre temps, il est possible que ça ait bougé, donc il faut calculer avec son matériel de pêche, il faut changer ses plans, il faut s'adapter en permanence. Donc celui-là, en termes de plaisir de jeu, et en tout cas à la maison, était nettement au-dessus, donc on va y mettre 3 points. Et ce qui met fin aux différents critères. Donc là, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et là, 1, 2, 3, 4. Ce qui nous fait 6 points contre 4. Donc, vous avez compris que, à mon sens, le jeu, le meilleur des deux, c'est Cold Water Crown. Alors qu'au départ, en termes d'a priori, d'avant-goût, je pensais que Freshwater Fly me plairait davantage. Et au final, c'est pas du tout le cas. C'est ce jeu que je trouve le plus intéressant. Donc si j'avais un jeu de pêche à vous conseiller et si je peux vous aider à choisir entre les deux, eh bien je choisirais sans hésitation celui-ci, Coldwater Crown, qui vous procurera, il me semble, plus de plaisir de jeu. Néanmoins, petit bémol, néanmoins, si vous êtes un joueur solo et que vous ne jouez exclusivement qu'en solo, à ce moment-là, la donne est différente. Parce que même si le jeu est beaucoup plus simple, ici, beaucoup moins profond, en revanche, la campagne solo est super intéressante par la progression qu'on peut faire de son pêcheur. Donc si vous êtes un joueur qui est vraiment uniquement solo, vous pouvez partir sur celui-là. Sinon, si vous êtes joueur multi ou que vous faites un peu des deux, en termes de plaisir pur, la mécanique ici, elle est beaucoup plus sympa. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis salut et à bientôt.